Il y a un truc en plus, c'est qu'ils se prennent tellement au sérieux qu'ils vont tous rechercher ce qu'on peut appeler le bien commun. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prêcher dans leur avis qu'il faut faire quelque chose qui les arrangerait eux, dans leur vie personnelle, dans leur famille, dans leur groupe. Non, ils vont proposer des choses au niveau de l'humanité, et même, on pourrait dire, de l'humanité à venir. C'est-à-dire que dans tous les avis, à la fin du bouquin, je donne des exemples des conférences de citoyens plus ou moins imparfaites, mais malgré tout, où on voit ça, ils donnent des avis qui ne sont pas du tout ceux que donnerait un expert. Un expert, il donne un avis pointu sur un problème, mais il se fout complètement de ceux qui vivent en Italie, dans le tiers-monde, et de ceux qui viendront dans 50 ans. Les citoyens se prennent beaucoup plus au sérieux et donnent un avis extraordinaire. Donc, ils développent une empathie, ils développent une espèce de souci de l'altérité des autres, qui est un truc très très précieux. Et ça, mélangé avec l'intelligence collective, ça fait un cocktail que j'ai appelé l'humanitude, qui me paraît être un truc extraordinaire, parce que ça existe à d'autres occasions. Moi, j'ai connu ça, je suis vieux, en 68, par exemple, où il y a à la fois de l'intelligence, il y en a des traces encore dans les slogans, il y a des trucs vraiment très ingénieux, et puis il y avait cette empathie partout, on se causait dans le métro et tout. J'ai connu ça sur le Larzac, j'ai connu ça à Besançon, avec la grève des LIP. Bon, il y a eu des moments comme ça, il n'y en a plus beaucoup, hein, mais ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'avec ce protocole, on peut créer ce truc à volonté. C'est-à-dire, si on réunit des gens comme ça, mais à condition, bien sûr, qu'ils aient quelque part l'idée qu'on va respecter tout leur travail, autrement tout est foutu. Donc c'est pourquoi je milite surtout pour qu'on inscrive ça dans la loi. Mais ça fait maintenant 8 ans qu'on se bagarre et que nos élus n'ont pas trop envie d'inscrire ça. Donc ça fait partie de l'attirail. Alors, je vais m'arrêter bientôt, mais je dirais qu'à partir de là, je me suis intéressé, bien sûr, à ce qu'écrit Étienne et d'autres, et je pense qu'il y a plusieurs points dans le trouble actuel qu'il y a dans cette période préélectorale, puisqu'on ne parle que de ça, que des présidentielles. Moi, je ne m'attache pas tellement à des façons de changer la vie, que ce soit par le revenu de base. Je crois que c'est important ça, mais je crois que c'est pas ça la priorité. Par le partage du travail, c'est vachement important. Mais ce qui compte, c'est comment changer les structures, c'est-à-dire la Constitution finalement, pour qu'on puisse y rentrer des outils qui nous permettent ensuite, qui permettent démocratiquement de décider du revenu de base, de décider du travail, de décider de tous les thèmes qui actuellement, à mon avis, polluent un peu le débat. L'urgence, c'est de savoir pourquoi on se bat dans les règles, dans la Constitution. Moi, je vois 3 choses importantes. Je vois l'élection des députés, ça existe, mais c'est pas la peine d'élire des sénateurs, il suffit de les tirer au sort. Et le rôle des sénateurs tirés au sort, et qu'on changerait assez souvent, ce serait de contrôler le travail des députés pour voir s'ils respectent leur mandat, et pour intervenir éventuellement, pour contester des projets de loi, des choses comme ça, avec possibilité de se référer à des conventions de citoyens pour éventuellement résoudre des controverses entre les 2 chambres qu'il y a, la chambre des élus et la chambre des citoyens. Il y aurait ces 2-là qu'on pourrait résoudre. Alors, je parle là de convention de citoyens, je n'ai pas encore dit le mot, c'est simplement le mot que nous avons donné dans notre groupe de travail pour différencier les conférences de citoyens, qui est une belle idée, mais où il y a un peu n'importe quoi, d'un protocole précis, celui qu'on a élaboré, qu'on a appelé convention de citoyens. Mais c'est une forme de conférence de citoyens à rationaliser. Donc je dis, il y aurait un Sénat tiré au sort, il y aurait des conventions de citoyens, et il y aurait un référendum d'initiative citoyenne pour éventuellement révoquer les élus qui se foutent du monde. On aurait là des outils. Avec ça, on peut construire la démocratie. C'est pas maintenant qu'il faut résoudre tous les problèmes techniques. Ce qu'il faut, c'est arriver à rentrer dans la Constitution, par exemple, ces 3 points. Alors, ce serait extraordinaire, on changerait de planète. Hein. Voilà, je m'arrête pour le moment. Merci Jacques. Merci à tous les deux pour ces présentations de vos travaux. Alors, Étienne a décidé de me mettre au chômage, donc il va prendre ma place en tant qu'animateur du débat. Donc tu as proposé d'écrire un article comme tu le disais tout à l'heure. Vous allez donc vous attaquer à ça tous les deux en discutant, et j'imagine que c'est toi qui vas prendre des notes. On a une grosse ramette de papier et on tient à vous inviter à le faire en même temps.
pendant que la discussion est en cours, que vous puissiez prendre des notes vous aussi. Donc on va passer entre les sièges si vous voulez en donner. Voilà, je vais regarder le timing. Je vous interromps dans 45 minutes, à peu près, pour qu'on puisse passer aux questions, ça vous va? Très bien. Et bien je vous laisse la parole et je vous laisse la scène. Vous avez vu comme il est intéressant? Putain, c'est impressionnant. Et le bouquin, il est passionnant, c'est truffé de choses passionnantes. Bon bouquin, vraiment. Avant de commencer, et pendant que j'y pense, j'ai l'habitude de vous parler des livres importants du moment. Je ne pourrais pas les décrire parce que je ne veux pas faire ça à Jacques, mais je voudrais vous signaler des bouquins essentiels. Je suis en train de découvrir sur la guerre d'Espagne, un bouquin d'un gars qui s'appelle Boloten, qui a passé sa vie sur l'étude de la guerre d'Espagne. Ça résonne énormément avec ce qui se passe aujourd'hui. Les Espagnols se sont révoltés comme nous aimerions nous révolter, et la façon dont ils se sont fait écraser, à mon avis, nous servirait à éviter que ça recommence. Absolument passionnant ce bouquin. Un autre bouquin, là aussi, sur l'avant commune de Paris, l'avant en 1871. Christine Roth a écrit un bouquin sur l'imaginaire de la commune qui est absolument passionnant. La façon dont les réunions de citoyens ont rendu possible, en fait, sont le ferment qui a rendu possible la Commune de Paris, cette expérience extraordinaire de la Commune de Paris, ça donne plein d'idées pour aujourd'hui aussi. Encore un bouquin de Alain, je vous parle souvent d'Alain, formidable bonhomme, Les propos sur le pouvoir, c'est un livre de chevet pour toute la vie. Je découvre encore c'est sous la forme de propos, parce que c'est toujours, Alain est toujours très concis dans les textes qu'il écrit. Là c'est sur la guerre. Le texte est un peu similaire, enfin on ne comprend pas bien Mars ou la guerre jugée, mais retenez surtout que c'est la guerre jugée. Alain c'était un pacifiste, mais il disait un pacifiste viril, c'est pas dans l'air du temps aujourd'hui, mais il disait si on veut la paix, il faut vraiment qu'on s'en occupe, et il pouvait être dispensé de la Première Guerre mondiale, et il a été la faire quand même, et il l'a pas fait en officier, il l'a fait en troufion, dans les tranchées, en 14, et il en a ramené une étude, mais c'est au vitriol et au laser, c'est parfait, c'est absolument essentiel, les jeunes gens devraient lire La guerre jugée d'Alain, on y trouve des vrais ressorts, des ressorts psychologiques très importants qui font que on va y retourner si on n'y fait pas attention. C'est absolument pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, enfin, vous devez sentir comme moi qu'il y a un risque plus fort que d'habitude de replonger dans la guerre. Je vous fais remarquer d'ailleurs au passage que c'est toujours les gouvernements qui nous jettent les uns contre les autres dans la guerre. C'est jamais les peuples qui décident de faire la guerre. Les peuples sont entraînés par les journaux, achetés par les banques pour avoir tellement peur de l'autre que on accepte la guerre, mais c'est jamais nous qui prenons la décision. Et puis même quand on a pris la décision, ce qui est terrible avec les gouvernements, parce que nous n'avons pas de constitution, c'est qu'une fois qu'on a décidé de faire la guerre, il y a une mécanique que décrit d'ailleurs Alain très bien, qui est une mécanique d'État, qui est une espèce de grosse machine qui est lente à mettre en place, puis une fois qu'elle est mise en place, il y a toute une série de rouages administratifs d'une lourdeur incroyable qui entraîne à faire encore la guerre et encore la guerre, en commandant des tas de canons, d'acier, de tout ce qu'il faut pour faire la guerre, et avec la mécanique du gouvernement qui est hors contrôle citoyen, ce qui résonne complètement avec ce que je fais tout le temps en matière de constitution. Je dis, si nous écrivions nous-mêmes notre constitution, demain, dans les ateliers, vous pouvez très bien réfléchir à comment est-ce qu'on va écrire notre puissance d'empêcher la guerre. Je me souviens des ateliers il y a quelques mois dans lesquels un groupe a trouvé, mais il n'arrivait pas, il aurait fallu filmer ça, il n'arrivait pas à trouver le point commun entre eux. Bon, dans les ateliers, souvent on se découvre, on ne se connaît pas, là, quand c'est des ateliers comme cela, et ça merdouillait, le truc marchait pas, ils n'arrivaient pas à écrire, ils écrivaient rien, et puis à un moment il y en a un qui trouve la formulation, il travaillait sur la guerre et les forces armées, le contrôle par le peuple des forces armées pour éviter d'être dominé par nos forces armées. Et il y en a un qui trouve, pas de guerre, un petit jeune, il est peut-être pas majeur encore, il trouve pas de guerre sans référendum. Oh ouais. Et alors là, tu as le groupe qui se met à se polariser, parce que juste en trouvant une bonne formule, et qui ensuite, il y en a un autre qui enchaîne qui dit et ceux qui votent oui pour le référendum, ils vont la faire.
Ah oui, c'est bien ça. Ouais, ouais. Alors on l'écrit, ils écrivent, c'est super simple à écrire. Hein. Donc, pas de guerre sans référendum. Et il faudra qu'on décide comment on éclaire l'opinion, comment est-ce qu'on peut avec des institutions. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais qu'on voit ce soir. Je voudrais qu'on arrive à intégrer cette idée géniale de nous obliger à éclairer toutes nos opinions. À chaque fois qu'on va opiner, on va faire attention à avoir bien éclairé notre opinion. Et on va l'institutionnaliser. Et comme on l'aura institutionnalisé, ça va devenir notre culture commune. Et on finira par l'enseigner aux enfants. Et ça finira par devenir vraiment une culture, quoi. À éclairer les opinions. Ne pas se contenter de l'opinion qu'on a pour l'instant. Toujours se méfier de notre opinion en faisant toujours attention à l'éclairer davantage. En faisant attention à aller écouter les points de vue des gens qu'on n'a pas envie d'écouter. Pas comme une hygiène. Ne pas écouter que les gens qui sont d'accord avec moi. Aller écouter les gens qui sont en désaccord, les gens que j'aime pas. Comme une hygiène politique pour être sûr d'avoir bien éclairé mon point de vue. Alors peut-être que je vais le garder, peut-être que je vais l'altérer un peu, peut-être que je vais changer de point de vue, mais nous obliger à... Non, je voudrais qu'on intègre ça. Le dernier bouquin, excuse-moi, parce que tu vois, il y a toujours des liens avec ce que je fais, hein, et ce qu'on va faire, c'est magnifique, ça c'est en économie. Il vient de sortir, il s'appelle Néolibéralisme versus État-providence. C'est une mise en scène par un jeune homme qui vient de passer sa thèse, et un économiste, et qui a voulu mettre à plat, pour le commun des mortels, les données de la controverse actuelle en matière économique, qui devrait avoir lieu, qui n'a pas lieu, parce que les libéraux ont pris toute la place et qu'ils ont réduit, tous les profs sont libéraux, et tous ceux qui sont keynésiens et non libéraux ont les postes de maître assistant et peu de place. Donc l'école elle-même est formatée pour que la controverse n'ait pas lieu, et lui met en scène la controverse de façon magnifique. C'est absolument pas, c'est très peu technique, c'est écrit de façon très simple, et c'est à l'os. C'est-à-dire au minimum que nous devrions tous savoir, il n'y a pas besoin d'être économiste, hein, nous devrions tous savoir comment se règlent les salaires, quel est l'enjeu des salaires, comment se fixent les salaires, qu'est-ce que disent les libéraux. Donc, il présente deux points de vue. Il y a le vieux libéral qui vient expliquer que selon lui, les salaires se fixent avec l'offre et la demande, et qu'on a, quand l'offre et la demande fonctionnent bien, on arrive toujours au meilleur salaire. Et puis tu as le keynésien, la keynésienne qui vient expliquer derrière que c'est des foutaises. L'offre et la demande, sur les salaires, ça ne débouche pas du tout sur les meilleurs salaires, mais sur les pires, parce qu'il y a le chômage, et que le chômage fait que c'est pas les employeurs qui se battent pour avoir des salariés, c'est les salariés qui se battent pour avoir un boulot, et que ça inverse complètement la thèse libérale. C'est expliqué, ce que je viens de vous dire là est expliqué en 2-3 pages, donc c'est très court, et chaque sujet est majeur. Ce bouquin-là est super important pour arriver à mener ensuite nos discussions. Vous allez voir que ça va vous donner des tas d'armes pour discuter avec des libéraux. Remarquable bouquin. Bon voilà, je ferme ma parenthèse, excusez-moi. Alors, je disais, dans le train, j'ai réfléchi à... J'ai relu ton bouquin et j'ai essayé de formuler un article. Alors c'est embêtant d'avoir à tenir un micro en même temps, ce serait bien, ça aurait été bien qu'il y ait un pied. Alors où est-ce qu'il est mon article? J'en ai fait plusieurs, le premier était un peu plus long et je n'avais pas à en parler, mais... je suis parti d'abord de ce que j'avais compris de l'opinion de Jacques sur le référendum, qui n'est pas pour le référendum, il n'est pas pour les sondages. Les sondages sur les trottoirs, il trouve que ça vaut rien du tout, mais rien de rien de rien. On obtient l'opinion qui a été forgée par les médias et rien de bien utile. Et sur les référendums aussi. Alors mince, parce que moi, le référendum, je défends vachement le référendum, surtout le référendum d'initiative populaire. Mince, pourquoi il n'aime pas le référendum? Et puis quand je lis, putain, il a raison, le référendum, si on ne discute pas, si on tu peux m'interrompre évidemment, hein, si on n'éclaire pas les opinions des gens qui opinent, qui donnent leur opinion, oui, il a raison, ça peut être complètement déconnant. Oui. Alors comment on fait pour intégrer l'éclairage dans l'institution? On va écrire nous-mêmes, donc on fait tout le temps des ateliers sur le référendum d'initiative populaire. Et on dit à partir de combien de personnes on peut le déclencher. Et puis on dit sur quel sujet, est-ce qu'on met des garde-fous. Et puis on dit est-ce que... Excuse-moi, mais je crois que c'est très différent le référendum d'État et le référendum d'initiative citoyenne. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le référendum que je défends d'initiative citoyenne, c'est les gens eux-mêmes qui fabriquent la question
et qui vont faire leur campagne et qui vont y répondre. Alors effectivement, il faudrait codifier comment tous ceux qui vont voter, oui ou non, sont informés. En plus, ce qui me gêne aussi, c'est que c'est forcément une réponse binaire, le référendum. C'est oui ou non. Or, les questions sont aujourd'hui toujours inscrites dans la complexité. Alors, dans les conférences de citoyens, par exemple, les réponses, elles sont articulées sur une dizaine de pages. C'est pas oui ou non. C'est quelque chose d'argumenté et c'est un ensemble d'avis. Bon. Donc, alors que le référendum d'État, tel que celui qu'on veut faire à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui, vous l'avez remarqué en plus, serait très limité à des gens qui ont un intérêt direct à répondre oui ou à répondre non, mais alors que le problème concerne la population bien au-delà. Tous les avions qui volent, ça concerne l'humanité entière. Donc c'est vraiment rétrécir le truc. Et puis la question va être posée par ceux qui sont partisans du référendum, partisans de Notre-Dame-des-Landes, et donc elle risque bien d'être truquée. L'information va être organisée par les mêmes, et ça n'a rien à voir avec le référendum de 2005, dans lequel tu t'es très bien battu, et j'ai voté contre, enfin comme toi, mais dans celui-là, bien que ce soit le gouvernement qui l'a organisé, il y a eu une campagne exceptionnelle d'information. C'est-à-dire que dans à la télé, tous les jours, à la radio, dans les journaux, à la machine à café, dans la rue, on parlait de ça. Les gens évoquaient ça, échangeaient des trucs. Ils savaient finalement de quoi on parlait. Et c'est pourquoi ils ont voté d'une façon qui était absolument imprévue. Et c'est pourquoi, ensuite, le gouvernement a décidé qu'ils n'avaient rien compris et qu'on a fait l'inverse. Mais c'est un référendum. Est-ce qu'on pourrait faire plus d'une fois par an ce genre de truc? Je ne crois pas. C'est tout à fait exceptionnel. Et de toute façon, il faudrait définir les règles du jeu. Là, le gouvernement s'est fait un peu déborder, s'est fait avoir finalement par toute la propagation des idées qui a eu lieu éventuellement malgré lui. Mais maintenant, voir Notre-Dame-des-Landes, il a compris et il veut cantonner le machin et maîtriser complètement. Donc moi, je me méfie du référendum en général. Je suis plutôt partisan du référendum d'initiative citoyenne, mais qui n'a rien à voir. C'est les gens qui posent une question où on dit souvent que ça servirait surtout à invalider des élus qui n'ont pas respecté leur contrat. Donc ça ne peut pas venir des élus eux-mêmes, bien sûr. Est-ce que tu me laisserais défendre ton point de vue contre ce que tu viens de dire? C'est-à-dire que je vais faire le Jacques Testard. Le fait que ce référendum soit d'initiative populaire ne retire rien au fait que l'opinion qui va être donnée doit être éclairée, même quand il est d'initiative populaire. Alors, je vais revenir dans ta direction parce que tu as parfaitement raison de souligner que le référendum à l'initiative du prince devrait même être interdit dans la Constitution, parce que c'est un outil césariste, c'est-à-dire que César s'en sert comme plébiscite parce que c'est lui qui choisit les questions. Et quand c'est lui qui choisit les questions, il va pas poser les questions importantes, il va poser les questions qui servent juste à dire oui pour qu'il puisse dire « j'ai le peuple avec moi ». Donc le référendum à l'initiative du prince, à mon avis, nous devrions, et ça c'est à nous de le décider dans les ateliers, nous devrions littéralement l'interdire et ne permettre que le référendum à notre propre initiative. Mais je ne trouve pas que ce que tu exiges en éclairage de l'opinion soit différent selon l'initiative. Je pense que le référendum d'initiative populaire devrait être lui aussi éclairé. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a un protocole. Avec toi. Non, voilà, absolument. Mais d'ailleurs, les gens d'article 2 qui défendent le référendum, article 3 peut-être, article 3, oui. Qui défendent le référendum d'initiative citoyenne et qui en font le point à mettre dans la Constitution. Bon, j'ai voté leur truc, mais je leur ai dit, il faut un protocole, comment on va éclairer les gens avant qu'ils votent. J'en profite pour dire que dans la Constitution actuellement, il y a deux formalités, deux procédures qui permettent de prendre une décision à partir de ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est-à-dire en demandant aux gens. Il y a le référendum, et on vient de dire qu'au contraire, il devrait être interdit, pour les raisons qu'on a expliquées, et l'autre, c'est le débat public. Le débat public qui n'est pas, en général on dit on fait un débat en public, c'est un débat. Non, un débat public c'est codifié, c'est dans la Constitution, c'est organisé par la Commission nationale du débat public, ça coûte une fortune, ça permet à plein de gens de vider leur sac, mais ça permet aussi aux lobbies de s'exprimer largement, et en aucun cas ça permet d'avoir l'avis de la population concernée, parce que c'est une suite finalement d'interventions de personnes qui peuvent être plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous avez une suite d'expressions qui ne sont pas forcément motivées,
qui peuvent être toutes d'un groupe, ou beaucoup peuvent provenir d'un groupe qui intervient comme lobby pour appuyer sur une certaine solution, et ça ne permet pas du tout aux décideurs de savoir ce qu'il faut faire, contrairement à la Convention de citoyens, qui arrive à formaliser quelque chose de concret, qui arrive à formaliser l'opinion des citoyens qui ont été tous éclairés. C'est la seule circonstance où on est certain que tous les citoyens sont éclairés, puisqu'on les a enfermés pendant 3 week-ends à une quinzaine, et qu'ils ont dû, et avec plaisir d'ailleurs, je dirais juste pour montrer avec plaisir, c'est que quand ça s'arrête, ils pleurent. Moi j'ai vu, quand ça s'arrête, les citoyens disent « Oh, je veux revenir pour une autre conférence de citoyens, c'est extraordinaire, j'ai appris, ça m'a changé ma vie ». Et c'est vrai, il y a plein de gens qui changent de métier, qui divorcent, des choses qu'on n'avait pas prévues dans le protocole, mais ça veut dire que ça change les gens, surtout ils prennent conscience qu'ils sont compétents. Ils prennent conscience qu'ils sont capables, ils n'auraient jamais imaginé 6 mois avant qu'ils étaient capables d'avoir une opinion sur les OGM ou autres, parce que c'était un truc pour les généticiens, pour les économistes, et ils s'aperçoivent que finalement ils peuvent avoir une opinion, ils peuvent combattre l'opinion des spécialistes, et ils peuvent exprimer des trucs intelligents. Bon, ça c'est ce que je montre dans le bouquin, et en particulier à la fin, il y a vraiment des éclairages sur les conclusions qui ont été prises par les citoyens, qui, je précise, ne sont pas nécessairement consensuels. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire, c'est eux-mêmes qui vont découper leur avis. Ils vont en faire 5, 10 points comme ils veulent, et ils vont dire, sur ce point-là, eh ben, on était unanime. Sur ce point-là, on était partagé. Sur ce point-là, bon, et c'est très important pour le décideur. Parce que s'il y a unanimité, ça veut dire que c'est comme une vérité. Si les gens étaient partagés, ça laisse la liberté aux décideurs, finalement, de faire la loi. Et juste un mot que j'avais oublié, excuse-moi. Je bois tes paroles. T'arrêtes pas, je bois tes paroles. Cette procédure, souvent, on me dit, ouais, mais ton machin, c'est 15 personnes, il peut y avoir un biais. Bon, on ne peut pas jurer qu'il n'y ait pas un biais, il n'y a jamais rien de parfait. Mais c'est vrai que c'est quand même assez bien contrôlé. Mais je dis, pourquoi on n'en ferait pas 3 pour chaque sujet? Ça coûte infiniment moins cher qu'un débat public. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas 3, indépendamment, dans 3 endroits différents? Et moi, ce que je souhaite, c'est pour les grands problèmes, on pourrait dire anthropologiques, qui sont le nucléaire, qui sont un tas de trucs comme ça, qui débordent les frontières évidemment. Pourquoi on n'en fait pas 3 dans des pays différents et de voir les réponses? Personnellement, je suis persuadé que les réponses des citoyens de différents pays seraient beaucoup plus proches que les exposés des politiques respectifs qui ont tendance, pour défendre différents intérêts, à fractionner. Les gens ne sont pas cons. Et l'intérêt de l'humanité, le bien commun, c'est le bien commun d'Homo sapiens. Et je pense que ça se rencontre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai démissionné de la Commission du développement durable, c'est qu'après le succès de notre conférence de citoyens sur le changement climatique, qui a vraiment été extraordinaire, on avait décidé d'en faire une sur les aides à l'agriculture, mais de la faire à plusieurs pays. Là, on mettait la France, parce qu'on connaît bien ce pays-là, et que les aides à l'agriculture sont bien connues de nos paysans. Mais on mettait aussi la Pologne, pour avoir un autre pays européen, et on mettait le Mali. Et on avait déjà tout préparé, on avait des contacts, et on voulait qu'il y ait chaque fois des comités de pilotage indépendants, des citoyens particuliers, qui, en même temps, dans les 3 pays, en même temps pour éviter que le résultat d'une conférence influence une autre, puissent donner un avis sur la question posée. Ça aurait été extraordinaire, je continue de défendre ça, parce que si l'ONU prenait en charge ce type de procédure pour résoudre les problèmes internationaux, on s'apercevrait que les gens sont souvent d'accord entre eux. Alors je ne l'ai pas démontré, mais j'en suis persuadé. Les gens sont d'accord entre eux parce qu'ils manifestent l'humanitude qui est une qualité d'Homo sapiens. Et que finalement, c'est leurs dirigeants qui foutent la merde. Alors, on essaye? Allez. Donc on est au café, on se voit souvent, on prend un café, c'est pas vrai, je rêve, hein. J'aimerais bien qu'on se voit plus souvent. On est au café et j'interpelle mon ami, comme vous pourriez interpeller le vôtre en disant j'ai trouvé une idée ce matin, dis-moi ce que tu en penses. En fait, un atelier, c'est 2 amis, ou 3, qui invitent la Constitution dans leur conversation. Salut Jacques, ce matin j'ai eu une idée incroyable, j'ai rédigé
un article à partir de ton bouquin que j'ai relu hier soir, et ce matin je me suis réveillé en écrivant un truc pour l'écrire, parce que tu dis dans ton bouquin, il faut qu'on obtienne l'enregistrement de la Convention de citoyens dans l'ordre constitutionnel. Est-ce que j'ai écrit un article, tu veux bien qu'on le lise ensemble? Allons-y. Alors, moi j'écrirais ça comme ça, mais c'est un premier jet, hein, ce sera peut-être problématique. Toutes les lois de la République, j'ai barré République, j'ai mis démocratie, toutes les lois de la démocratie... Pourquoi pas la République? Ouais, t'as raison. Si c'est une vraie République, ça marche. Allez, toutes les lois de la République. Mais c'est vrai que si c'est nous qui l'écrivons, elle est bonne. Toutes les lois de la République sont écrites et votées par le corps législatif, composé de 2 chambres, une élue, aristocratique, et l'autre, tirée au sort, démocratique. Et du peuple tout entier, en cas de référendum. C'est-à-dire qu'on met dès l'exposé du corps législatif, le fait qu'il y a des représentants, avec les 2 types de représentation, et le peuple tout entier. Ça te semble lisible, ça, ou bien... Sauf qu'il faudrait préciser ce que c'est qu'un référendum, ce qui n'est pas dans la Constitution. Il y a écrit un référendum, mais jamais il est dit ce que c'est. Donc c'est un peu gênant, il faut connaître le protocole du référendum. Est-ce qu'on pourrait mettre dans la Constitution une annexe, un glossaire avec les mots techniques? Ça c'est pas mal, oui. Parce que ça, ils ne le font pas parce qu'ils sont entre pros, mais nous, comme on veut que la Constitution, elle soit lisible par n'importe qui, il faut qu'on soit clair, on va l'écrire avec des mots simples, pas les mots, c'est pas juridique, c'est pas un texte juridique, c'est un texte politique, et donc il faut que ce soit écrit. Donc, dans le glossaire, on va mettre référendum. Bon, j'y ai pas réfléchi, mais on en reparlera un autre jour, je réfléchirai à une définition du référendum. Mais dans ton article, tu dis pas si c'est exécutoire, c'est-à-dire si les 2 chambres sont obligées si justement, de suivre le référendum. C'est après. C'est la suite. C'est-à-dire que dans ce que j'ai présenté, je l'ai présenté comme tu l'as mis dans ton bouquin, c'est que j'ai mis le référendum comme moyen de départager 2 chambres en train de se disputer, parce qu'il y en a une qui... D'abord, il y a la chambre des citoyens, tu vas voir. Ça va venir. Mais le référendum est à la fin, avec le peuple comme arbitre, quand ils ne sont pas d'accord, quand les pouvoirs ne sont pas d'accord entre eux. Mais il faudra que dans un autre article, on écrive le référendum d'initiative populaire. Mais c'est autre chose, ça. Parce que là, ça va être à l'initiative de la chambre tirée au sort qui pourra faire appel au peuple si jamais... Non, mais ma question, c'était le résultat du référendum, est-ce que ça devient la loi? Oui, ou est-ce que ça repasse dans les chambres? Non, pas du tout. On va dire... Le dernier article, le dernier alinéa, c'est toute décision prise par référendum s'impose à toute autre norme, arrêté, décret, loi, traité, constitution. Et peut-être que je vais trop loin, on verra ça. Ça va, ça? Toute décision prise par référendum s'impose à toute autre norme, les arrêtés, donc dans les communes, les décrets, et les décrets, il faut pas qu'ils puissent... Bon, c'est un autre sujet. Les décrets, c'est une abominable confusion des pouvoirs. Tu sais, les décrets, c'est le pouvoir d'écrire la loi que s'est donné le gouvernement. Mais c'est absolument scandaleux, c'est la confusion des pouvoirs la plus dangereuse. Les décrets ne devraient juste pas exister. Il n'y a que la loi qui devrait... Il n'y a que le Parlement, composé comme on l'a voulu. On supprime le référendum, mais en même temps, tu es en train de le remettre là. Tout à l'heure, on a dit qu'on supprime le référendum. Oui, le référendum à l'initiative du prince. Mais tu vas voir que là, le référendum, c'est la chambre tirée au sort qui peut le déclencher. Ou la conférence des citoyens. Donc il ne faut pas que ce soit le prince, il ne faut pas que ce soit celui qui tient l'armée, la police, qui soit capable de lancer le référendum, parce que c'est césariste. À mon avis, même le Parlement ne devrait pas y arriver. Mais la chambre tirée au sort, à mon avis, il faut que... Si tu veux, le problème avec les chambres tirées au sort, c'est que si tu leur donnes du pouvoir, par exemple la chambre de contrôle du gouvernement, si tu donnes à la chambre tirée au sort le pouvoir de censurer carrément et de virer le gouvernement, c'est elle qui va devenir dangereuse. Non, parce que s'il est dit que la moitié des membres, par exemple, sont changés tous les ans par un nouveau tirage au sort, parce qu'il faut quand même... Ça change tout le temps, oui. Ça change tout le temps. Ils n'ont pas le temps de s'installer dans les avantages acquis que nos élus actuellement. Et je pense qu'ils n'auront pas ce confort et qu'ils resteront vigilants et qu'ils n'auront pas le temps d'oublier qu'ils ont été tirés au sort pour défendre le peuple. Absolument. Ce que je te disais, c'est à force de travailler sur les institutions, les humains se sont rendus compte que quand on fait un pouvoir, par exemple, ils ont fait le tribunat pour contrôler une autre chambre pendant la Révolution française, et à chaque fois qu'on met en place un pouvoir, un contre-pouvoir qui est trop important, c'est lui qui devient le pouvoir et on a fait que déplacer le problème. Mais tu as raison sur le tirage au sort. Si on fait une rotation des charges suffisante dans l'Assemblée de tirage au sort, on n'aura pas ce problème. Et puis, le référendum d'initiative citoyenne peut servir aussi à contredire
la chambre, la chambre tire au sort. La chambre de citoyens tire au sort, absolument. pas seulement les députés. Il faut que ce soit, mais il faut qu'on l'écrive ça, que en fait, si le peuple a le droit à la parole à un moment, il faut que ce soit lui qui ait le dernier mot. Hein, donc surtout, bon, moi je l'ai dit comme ça en disant toute décision prise par référendum s'impose à toute autre norme, mais peut-être qu'on pourra en trouver une autre en parlant des institutions sur lesquelles le peuple prend. Alors je reprends le fil. Et puis il y a un moment où on va s'arrêter parce que ça peut durer quand même un peu longtemps. Et puis on peut, si ça se trouve, on n'a que 10 minutes, et puis on commence à en discuter, et puis lui il va réfléchir de son côté, et puis demain quand on a à nouveau 10 minutes, on continue. Ça peut prendre toutes les formes. Mais ce que je voudrais vous rendre sensible, c'est qu'un atelier constituant, il faut en faire tous les jours, tout le temps. Il faut inviter dans notre conversation. Mais c'est pas chiant, c'est super intéressant. Vous allez voir, quand vous traitez des sujets, c'est des sujets qui vont tout changer. Quand vous allez décider, quand vous allez décider comment on désigne les acteurs, avec quel mode de scrutin, avec des candidats ou sans candidats. Moi, je trouve qu'elle, je la connais bien, et elle est super. Vraiment, c'est une fille bien. Elle est patiente, elle est capable d'écouter les gens, elle est capable, je l'ai vu plusieurs fois, rapprocher les points de vue de gens qui allaient se taper dessus. Elle a réussi à pacifier. Elle est vraiment bien, elle, je la voudrais. Donc, je vais les lire alors qu'elle n'est pas candidate. Toutes les chances pour qu'elle dise non. Mais si on est plusieurs à la désigner, elle va peut-être dire oui. Et on n'a pas besoin d'avoir des millions d'élus sans candidat. Il suffit qu'on en ait quelques-uns. Et ceux qui vont accepter, c'est pas du tout les mêmes que ceux qui cherchent le pouvoir. Bon, bref, j'ouvre une parenthèse. On reprend. J'avais écrit. Donc, toutes les lois de la République sont écrites par le corps législatif. Une chambre qui est composée d'une chambre élue, donc aristocratique, une tirée au sort, donc démocratique, et du peuple tout entier en cas de référendum. Mais tu as raison, il faudra peut-être qu'on précise un peu plus les types de référendums. Mais à mon avis, il faudra un article qui fera le tour des référendums. Mais tu vas voir, c'est là qu'arrive ce que tu défends dans ton bouquin, et je voudrais que tu me dises ce que tu penses de la façon dont je le formule. Chaque projet de loi doit être éclairé, donc aussi bien pour les élus que pour les tirés au sort, tu vois, et même pour le peuple. Chaque projet de loi doit être éclairé par l'avis circonstancié d'une convention de citoyens, tirée au sort, et formée sur le projet en question, selon les directives d'un comité de pilotage composé de personnes en désaccord, représentant toutes les opinions contradictoires connues. J'ai mis toutes parce que je me souvenais des nanos, tu sais, tu m'avais parlé de cette conférence de citoyens sur les nanos. Et oui, il y en a plusieurs où effectivement il y a des opinions qui manquaient. Mais juste, attends, pour qu'on en revienne plus haut, à mon avis, il ne faut quand même pas avoir une usine à gaz. C'est-à-dire que si les deux chambres, celle qui est élue et celle qui est tirée au sort, sont d'accord sur un projet, sauf s'il y avait dans la société un appel pour un référendum d'initiative citoyenne le contrer, on ne va pas réunir une convention de citoyens sur un sujet où il y a déjà accord, puisqu'il n'y a pas de controverse. Je vais faire le testard. Donc je pense que c'est seulement s'il y a une controverse entre les deux chambres. Je vais insister.